Les procès du siècle. Une série de rencontres imaginées et produites par le MUSEM. Saison 3, lutte en partage. Réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction, les procès du siècle appellent à la barre les forces qui mettent en tension nos sociétés contemporaines et ouvrent un espace d'échange citoyen. Cette troisième saison convoque les luttes pour les droits humains et pour les droits de la Terre. Elle explore les causes à défendre pour mieux vivre ensemble et mieux habiter notre planète. On vit en société. Donc à partir de ce moment-là, l'intime est politique. Les procès du siècle, saison 3. Lutte en partage. 16 épisodes enregistrés en public dans l'auditorium du MUSEM de novembre 2023 à mars 2024. Épisode 1. Les femmes, l'eau et la terre. Une vie de combat. Une conférence de Vandana Shiva avec Paloma Moritz et Éric Giraud à la modération. Bonsoir tout le monde. Alors je sais, vous êtes toutes et tous venus pour écouter Vandana Shiva, donc vous devez sûrement être très déçus de me voir moi. Mais promis, je ne serai pas longue, je vais simplement vous dire quelques mots pour introduire cette séance exceptionnelle qui s'inscrit dans la saison 3 des procès du siècle, qui se déroulera du 20 novembre au 11 mars 2024. Et je suis très honorée d'ouvrir solennellement donc cette saison 3 des procès. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paloma Moritz, je suis journaliste, réalisatrice et principalement spécialisée sur les questions écologiques pour le média indépendant Blast, et j'animerai une partie de ces procès du siècle. La saison 3, elle s'appelle Les luttes en partage et elle convoque les luttes pour les droits humains et les droits du vivant, parce que vous savez toutes et tous que ces deux droits sont évidemment liés, et elle explore les causes à défendre pour mieux vivre ensemble et mieux habiter notre planète, tout simplement. Donc pendant 15 séances, le MUSEM va mettre en débat et en procès le dérèglement climatique, les discriminations, les précarisations, et se questionner sur les causes qu'il y a à tous ces déséquilibres mortifères, quels sont les outils, les propositions, les droits qui sont déjà acquis, les droits qui restent à conquérir. Aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est une séance un peu exceptionnelle des procès du siècle, qui est en partenariat avec Opera Mundi, donc dans le cadre de la saison 2023-2024, qu'ils ont intitulée « De l'eau, de la terre aux océans ». Aujourd'hui, donc, nous sommes très heureux d'accueillir comme premier grand témoin de ces luttes en partage la militante écologiste indienne Vandana Shiva, qui nous propose une conférence exceptionnelle, Les femmes, l'eau et la terre, une vie de combat, autour de l'écoféminisme, de l'eau et de l'agriculture, des sujets qu'elle porte depuis près de 50 ans. Merci Paloma. C'est un plaisir particulier que celui de vous recevoir, Vandana Shiva, à Marseille. Et je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir accepté de venir nous parler d'une vie de combat, des femmes, d'eau et de terre. Donc oui, Vandana, vous avez grandi près des forêts de chênes, de rhododendrons et de cèdres, des ruisseaux et des rivières des contreforts de l'Himalaya, où vos parents s'étaient reconvertis en agricultrice pour votre mère et en conservateur forestier pour votre père. Vous avez fait un doctorat en théorie quantique, dont le titre du doctorat est « Variable cachée et non-localité dans la théorie quantique ». Bon, c'est assez complexe, mais c'est intéressant d'entendre ce titre-là. Puis après, vous avez fait des recherches pluridisciplinaires en sciences, en technologie et politique environnementale. C'est peut-être à ce moment-là que vous avez parlé, vous êtes intéressé à la géohydrologie. Vous auriez pu faire une grande carrière dans la recherche universitaire, mais en 1981, vous avez décidé de quitter le milieu universitaire et d'utiliser toute cette énergie que vous pouvez avoir, intellectuelle, psychique, physique, émotionnelle aussi, pour vous dédier aux autres et pour, comme vous le dites, travailler au service des gens et de la nature, en soutenant les mouvements écologiques de terrain, et ceux des femmes en particulier en Inde, mais aussi dans le monde entier. Vous avez créé des fondations, des mouvements, des universités internationales. Vous avez reçu de nombreux prix et doctorats honoris causa de la part des plus grands. Et à la lecture de vos mémoires, c'est une vie vraiment bien remplie, intense, hyperactive et généreuse que l'on découvre. Et il y a 3 points, 3 parties dans votre
3 sujets dans votre livre que vous venez dont la traduction vient d'être publiée, qui nous intéressent quant à la question de l'eau et des questions environnementales en général. C'est d'abord cette interconnexion qu'il y a entre les forêts, les sols et l'eau. Puis, vous traitez dans un autre chapitre de la diversité des femmes luttant pour la diversité contre toute monoculture et, entre autres, de l'esprit. Monoculture de l'esprit, c'est un titre qui a été publié par les éditions World Project, si je ne me trompe pas. Et ailleurs, vous évoquez un lien, une corrélation entre les travaux des femmes et celui de la nature. Nous aimerions donc vous entendre, si vous le souhaitez, sur votre approche de l'écoféminisme. Et enfin, dans le chapitre La capture de l'eau, vous évoquez de nombreuses luttes menées par des agricultrices, des femmes de communautés agraires indiennes pour préserver le travail des cours d'eau et celui des terres. On pourrait dire que peut-être que devant toute situation contrainte, il y a toujours une alternative. Voilà donc, Vandana, ce sont une proposition en 3 parties que l'on vous propose, que vous aurez dans quelques secondes la liberté de répondre à votre manière. Encore merci, soyez la bienvenue. Je vous invite à venir sur scène et à vous exprimer. Voilà, merci beaucoup. Thank you very much, Eric. Merci beaucoup, Eric et Paloma. Et merci à vous toutes et tous d'être ici. Merci au musée. Quel lieu formidable. On est à 2 niveaux sous la terre. Nous sommes entourés d'eau. En fait, en ce qui me concerne, je viens de la montagne. Ce sont des systèmes qui m'impressionnent énormément, tout comme les forêts, les rivières auprès desquelles j'ai grandi. Moi, je viens de l'Himalaya. C'est le début de toutes nos grandes rivières, la Ganges et les 4 tributaires. Et dans les vallées, là où je suis retournée quand j'ai terminé mon travail de recherche à Bangalore, je retourne à là où j'ai grandi. Et de l'un côté, il y a la rivière Gange. Et de l'autre côté, il y a la rivière Yamuna. Et les 2 rivières avancent en parallèle pour se retrouver en Alabama. Il y a une cérémonie très belle qui est organisée tous les 12 ans. Et si j'ai bien compris, c'était dans le temps le Parlement de la Terre, Kumbh Maya, un cycle de 12 années. Les gens se rassemblent et disent aux leaders comment ils souhaitent avoir le monde pour corriger les leaders, pour corriger les politiques qui ne fonctionnent pas bien pour la Terre ni pour les gens. Donc c'était une démocratie de la Terre. Et cette cérémonie avait toujours lieu sur les berges de cette rivière. Donc j'ai grandi dans une forêt et j'ai appris à nager, non pas dans une piscine municipale. Non, j'ai appris dans cette rivière Gange. La rivière Gange est ma mère. Et la forêt également est ma mère. Pour nous, c'était flagrant. On pouvait constater en regardant. Les rivières viennent des forêts de chênes et de pins. Dans les forêts de pins, il n'y a pas d'eau, c'est sec. Et ça a évolué pour devenir mon engagement vis-à-vis des différents mouvements, mes recherches sur les systèmes écologiques, l'hydrologie. Mais le changement est venu quand je partais pour le Canada pour faire mon thèse. La philosophie mécaniste dit que tout est déterminé, prévisible. Mais avec la théorie quantique, ce n'est pas le cas. À l'époque, quand moi j'étais doctorant, on imaginait qu'on allait détecter des invariables qui allaient faire venir dans le système une prévisibilité. L'autre théorie de la philosophie mécanique classique est que chaque chose est séparée et les éléments ne viennent ensemble que lorsqu'ils rentrent en contact. Et voilà la théorie quantique qui disait que l'action se déroulait à distance. C'était une action un peu bizarre à distance. À des millions d'années-lumière, les particules pouvaient se connecter. Et ils ont essayé avec insistance, mais
ce qui est irréductible, c'est la non-réductibilité et non-séparation. Donc, moi, je partais pour le Canada parce que j'avais déjà commencé mes études dans les physiques des particules et professeurs sont allés pour commencer des départements physiques dans différentes universités. Moi, je les ai suivis, donc je me suis déplacée, j'ai déménagé. Mais constamment, je lisais des journaux et j'ai découvert ces experts qui analysaient les fondements et je les contactais. Et tous se sont trouvés au Canada, à Ontario, dans l'université qui est là-bas. J'ai dit, je veux travailler avec vous. Je veux venir au Canada pour travailler avec vous. Je ne suis pas en Angleterre, je suis au Canada. Tous se sont retrouvés au cœur de cette université et le département de cette spécialité. Mais avant de partir, je voulais prendre avec moi chez moi, la rivière, la montagne, la forêt. Donc, je suis allée nager dans une petite ruisseau. J'allais faire une petite rando et ensuite j'allais partir sur Delhi pour prendre mon avion. Parce que j'avais vu trop de monde qui partait faire les études sans jamais revenir. Moi, je me suis dit, je vais prendre avec moi la forêt, la rivière, pour que je n'oublie jamais ce qui est chez moi, d'où je viens. Donc, quand je suis allée faire ma rando, la forêt n'était plus là. Elle a été transformée dans un verger de pommiers. Et puisque les rivières descendaient des forêts de chênes, ce n'était plus que des ruisseaux. L'eau montait jusque-là à l'époque. Maintenant, elle n'arrivait qu'à ma cheville. Donc, j'ai pris le bus pour aller à Delhi, prendre l'avion. Et je parle avec quelqu'un qui est le propriétaire d'un magasin de thé. En Inde, on a des petits abbas, ça s'appelle, où on fait du chai hors pair, meilleur au monde. Et donc, je me suis arrêtée, j'ai pris mon chai et je racontais au vendeur, j'ai l'impression qu'une partie de moi-même a été détruite. Une partie de moi a été enlevée de mon corps. Et c'était la première fois que j'ai vu la nature détruite. Jusqu'à ce jour, chaque forêt a été éternelle, chaque rivière était propre, on pouvait boire l'eau de la rivière. Et subitement, il n'y a plus de forêt, plus d'eau. Mais le vendeur a dit, mais il y a de l'espoir parce qu'il y a Chipko. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que Chipko? En fait, c'était un mouvement que les femmes ont déclenché spontanément. Ce mouvement a démarré après un désastre causé par le fait que beaucoup d'arbres ont été abattus sur les rives d'une rivière. Et après cet abattage d'arbres, il y a eu des inondations. Et les inondations étaient tellement sévères que des villages entiers ont été détruits. Et les femmes voyaient le lien entre la rivière et la forêt. Le système hydraulique était stabilisé. Il y avait des forêts avec des arbres à feuilles larges. Les femmes ont dit il faut protéger ces forêts. On va les entourer de nos bras. On va les donner des câlins. Chipko, ça veut dire faire un câlin. Et nous allons faire des câlins aux arbres. Il va falloir nous tuer avec vos axes avant qu'on vous permette de toucher ces arbres parce que ces arbres sont nos mains. Elles n'étaient pas obligées de le faire. Elles n'ont pas été forcées à le faire. Mais elles faisaient des blocades. Et chaque zone de la forêt qui était marquée pour l'abattage des arbres, les femmes locales allaient prendre place. Et à tour de rôle, elles vivaient dans la forêt. Et elles ont survécu grâce à une petite poignée de riz donnée par chaque famille du village. Il y avait une centaine de femmes aux forêts. Les autres s'occupaient de bétail, des enfants, des fermes. La communauté était soutenue par une alimentation collective. Et ceci s'est poursuivi pendant une décennie. Lorsque le vendeur de thé m'a raconté ça, il y a de l'espoir, il y a Chipko, j'ai dit, je ne peux pas y aller maintenant, mais pendant mes vacances, à chaque fois, je vais revenir, je vais être bénévole avec ces femmes. C'était flagrant. Les femmes savaient, elles savaient tout. Elles connaissaient les liens entre la forêt et l'eau. Leur survie était connectée à la stabilité de l'écosystème.
Donc moi, j'avais beaucoup à apprendre. Il y avait deux choses que mon éducation m'a permis de faire. Premièrement, écrire, parler anglais. Bizarrement, même si la langue n'est pas plus riche, les mêmes connaissances exprimées dans une langue locale est piétinée. Mais la même chose traduite en anglais, je vais voir les hommes et femmes politiques à Delhi et subitement, ça devient une science. Donc, j'ai juste exprimé ces idées-là en anglais, j'en étais capable. Et deuxièmement, je savais faire des mathématiques, dessiner des tableaux. Lorsque on m'a dit que cette forêt a été détruite et le ruisseau a évolué comme ça, moi j'ai fait des graphiques et j'ai appris l'hydrologie grâce à ces femmes. Voilà comment on véhiculait ces messages qui venaient des tout petits villages de l'Himalaya vers les décideurs à Delhi. En 1978, sauf erreur de ma part, il y avait une autre campagne d'abattage d'arbres qui a fait écrouler toute une montagne dans le tributaire du Gange. Un lac de 8 km de longueur s'est formé. Et lorsque ce lac a explosé, parce que le Gange, c'est une rivière puissante, lorsqu'elle a fait exploser le barrage et le lac, l'inondation est allée jusqu'à Calcutta. Si vous regardez la carte d'Inde, vous avez les Himalayas de l'ouest ici, à l'ouest, et Calcutta se trouve à l'est. Et c'était cette distance-là qu'a parcouru cette inondation. Comme vous avez dit, Eric, les femmes disaient, ces forêts, vous les prenez comme une mine à bois. Et je me souviens un jour où ils portaient des petites lanternes. La police était là pour les arrêter. Disait, vous êtes bêtes les femmes, vous portez une lanterne. Pourquoi? Elles répondaient, ce n'est pas pour que l'on puisse voir, c'est pour vous parce que vous êtes aveugles. Vous ne voyez pas que ces forêts-là ne sont pas des revenus à exploiter, ce sont les sources de notre sol, de notre eau. Et elles chantaient des chansons magnifiques à propos des rhododendrons et les chênes. Les feuilles nous donnent de l'eau, les racines nous donnent de l'eau. Et il y a des systèmes hydrologiques dans les forêts qui sont magnifiques. Et c'est ça que j'ai appris grâce à elles. Mais dans ces forêts avec des arbres à feuilles larges, lorsque les feuilles tombent, il y a l'humus qui est formé. Et ce qui permet de stocker l'eau. Au lieu de ruisseler immédiatement, on a 4 mois de moisson chez nous. Et si vous n'avez pas des forêts pour protéger votre terre, toute l'eau va ruisseler et former une inondation. Mais lorsque nous avons des forêts à essence mixte, l'eau est captée par le sol, le mousse, et petit à petit, les ruisseaux libèrent l'eau. Le désastre en 1978 a éclairé la lanterne du gouvernement. Il s'est rendu compte que les femmes avaient raison. Il devait donc dépenser des fortunes pour réparer des dégâts après cette inondation en 1978. Mais la fonction véritable de la forêt, ce sont le sol, l'air et l'eau. Donc maintenant, on parle des fonctions écologiques de la forêt. Tout le monde en parle aujourd'hui. Là où il y a une déforestation, partout, il y aura par conséquent sécheresse et inondations qui sont encore plus intenses avec l'instabilité climatique, le changement climatique. Mais c'est très important notre façon de faire face à cette biosphère. Comment est-ce qu'on travaille avec la biosphère? Donc, moi, j'ai pu porter le message de TIPCO à Delhi. À mon retour, après mon doctorat, j'ai continué à étudier la théorie quantique, mais j'étais un peu interpellée. On nous disait, plus il y a de sciences et technologies, moins il y aura de la pauvreté. Mais moi, j'ai constaté que dès lors qu'il y a un gros bateau de pêche qui arrive, chalutier, les petits pêcheurs artisanaux deviennent plus pauvres. Le processus de développement détruit la nature. Les gens deviennent plus pauvres.
Moi, j'ai décidé de travailler avec un institut de gestion afin de comprendre ce puzzle, le rapport entre la science et la technologie et la question de la pauvreté. Lorsque j'étais à Bangalore, subitement, il y avait une espèce qui n'est pas propre à l'Inde, qui a pris de force nos fermes, l'eucalyptus. Donc, moi, je suis allée m'adresser aux agriculteurs pour leur demander pourquoi vous cultivez l'eucalyptus. Mais c'était une campagne de financement de la Banque mondiale. L'industrie sylvestre avait déclaré qu'il fallait cultiver l'eucalyptus. Mais le travail doit être social. Ils ont dit que le fait de cultiver certaines espèces pour le commerce était bon pour la société. Mais non, c'était mauvais pour la nature. Moi, je n'ai pas vu beaucoup d'eucalyptus en France, mais au Portugal, envahi par l'eucalyptus. Brésil, pareil. 13% de la terre agricole autour de Bangalore a été envahie par l'eucalyptus. Donc, on a fait une étude approfondie et on s'est rendu compte que l'eucalyptus, qui est une espèce fabuleuse pour l'Australie, mais les aborigènes savaient gérer l'eucalyptus. L'eucalyptus a voyagé partout dans le monde pour l'industrie du papier. Et notre étude a démontré que tous les arbres d'eucalyptus à cette époque au Canada allaient dans une usine de papier. Les agriculteurs ne le voulaient pas. Les agriculteurs qui travaillaient le sol ne le voulaient pas. C'est ceux qui étaient propriétaires de la terre qui le voulaient. Parce que si on cultive une culture annuelle dont les fermiers locataires gagnent leur vie. Et un leader a dit que si pendant cette année, ce fermier cultive de quoi manger sur la terre allait lui appartenir. Donc les propriétaires ne voulaient pas perdre leur terre. Donc l'eucalyptus s'est présenté, c'était très commode. On plante l'eucalyptus, 6 ans plus tard, vous le coupez, vous l'envoyez à l'industrie du papier et vous replantez. 3 cycles, votre terre est toujours à vous, les paysans sont partis et vous devenez riches en plus. Mais l'eau disparaissait. En Inde, on a l'Himalaya, c'est la source de toutes nos rivières et nos fleuves. Il y a le moisson, mais ensuite, ces moissons livrent l'eau, la pluie, grâce aux montagnes. Donc, les montagnes relâchent lentement l'eau. Dans l'Inde du Sud, c'est semi-aride comme zone. Et parce qu'il y a très peu d'eau là, ils ont des systèmes super sophistiqués pour conserver l'eau. Ils ont des réservoirs où ils peuvent stocker de l'eau. Moi, j'ai vu 1 millier de réservoirs tout affilés. Et c'est comme cela qu'un village va gérer son eau. Plusieurs villages ensemble peuvent gérer tout un bassin. Et c'est comme cela, dans ces zones arides, une connaissance indigène gère l'eau. Mais dès qu'on commence à enlever les forêts, ou lorsque vous plantez l'eucalyptus autour de ces villages, il n'y en a plus d'eau parce que l'eucalyptus consomme toute l'eau. Si vous êtes enrhumé, vous utilisez une huile d'eucalyptus, peut-être. Alors, les propriétés de cette essence se trouvent dans la feuille de l'eucalyptus. Et lorsque la feuille tombe, elle tue les organismes dans le sol. Il y a un effet allopathique. Donc, les réservoirs étaient secs, il n'y avait pas de nappe phréatique. Et à l'époque, grâce à notre étude, les officiers disaient que non, les racines ne sont pas très profondes. Nous, on a répondu, regardons les racines. Alors, dans une zone aride, les racines descendent 30 pieds. 30 pieds autour de l'arbre, non pas en profondeur, mais autour. Si moi je plante un eucalyptus, le petit fermier artisanal à côté, il plante des céréales, les racines de mon eucalyptus vont piquer toute l'eau de mon voisin. Il ne peut pas cultiver ces céréales. Donc, notre étude a fait en sorte que le gouvernement arrête de promouvoir l'eucalyptus et a encouragé
la plantation d'eucalyptus. Les agriculteurs qui lisaient notre étude disaient qu'on veut d'autres essences locales. Donnez-nous les jeunes arbres qu'il nous faut, qui ont toujours soutenu l'agriculture. Et j'ai été contactée par la commission de planification qui avait changé sa stratégie de monoculture à une diversité vers ces arbres sur les différentes fermes. En 81, il y a eu une interdiction d'exploitation forestière et on a commencé à bien gérer l'Himalaya et non pas l'exploiter pour le bois d'œuvre. Mais qu'est-ce qui se passe à la montagne peut se passer également sur les fermes. En Inde, nos systèmes agricoles existent depuis 10 000 ans et nous faisons l'agriculture comme la forêt. Mon père était d'abord militaire dans l'armée britannique et ensuite il s'est reconverti pour travailler dans la forêt indienne. Et si vous vous rendez dans les États tels que le Kerala, quand vous le survolez, vous n'arrivez même pas à voir où s'arrêtent les forêts et où commencent les fermes, parce que les arbres sont si denses, même sur les fermes, et même nos jardins d'épices existent depuis des milliers d'années. Ce sont des systèmes 3-dimensionnels, voire 4-dimensionnels. J'ai dédié ma vie à l'agriculture. Donc, depuis 40 ans, j'ai appris à partir de Chipko, c'est ce que j'appelle mon université d'écologie et de biodiversité. Et mes professeurs étaient principalement des femmes et elles étaient très actives dans le système. Et donc, les liens entre toute activité humaine et le système hydraulique se développe depuis très longtemps. Grâce à l'étude sur l'eucalyptus, on m'a demandé par le ministère de l'Environnement d'examiner l'exploitation minière. C'est à ce moment-là que j'ai quitté le pays pour en fait revenir pour effectuer cette étude. Et ce que j'avais appris, après tout mon travail avec Chipko, que l'eau est invisible dans l'esprit patriarcal. Ce n'est qu'une ressource à être exploitée et polluée, comme les femmes. Mais c'est ce qui soutient toute activité humaine. Donc, quand on m'avait demandé d'effectuer cette étude sur l'exploitation minière, on m'avait demandé d'étudier les Himalayas. Le ministère m'avait donc contacté pour me donner les bonnes références et on m'a écrit pour me demander à quel point le côté moche des montagnes allait impacter l'activité humaine. Donc, ils m'ont donné une semaine pour me rendre dans les villages, pour parler avec les locaux, pour leur demander qu'est-ce qu'il y avait comme problème. Et en fait, ensuite, de leur rendre un rapport. Donc, je me suis rendu dans les villages et j'ai demandé aux femmes quel est le problème avec ces mines. Pour les habitants de Delhi, ce qui leur intéressait le plus, c'était l'apparence de la montagne. Ce n'était pas du tout l'eau. Personne ne voyait le problème lié à l'eau. Donc, je me suis éduqué et ce que j'ai appris dans la vie, c'est qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Le jour où on arrête d'apprendre, on arrête de grandir. Donc, j'ai appris tous les livres sur l'hydrologie, sur les paysages calcaires. J'ai commencé à regarder des cartes sur où se trouvaient les mines et où se trouvaient les sources. Il y avait une correspondance parfaite entre la localisation des mines et la localisation des sources. Et si vous regardez, beaucoup de vos montagnes sont calcaires également. Au moins, c'est comme ça pour nous en Inde. Nous avons un calcaire très spécifique qui est très friable, très fissuré. Et en fait, en Inde, l'Inde était un continent qui était lié à l'Afrique avant que les plateaux tectoniques commencent à se séparer. Donc, quand les deux plateaux se sont rencontrés, pour que ce qui était désormais les Himalayas aujourd'hui était à l'époque le fond de la mer. Et en fait, les montagnes commencent à pousser vers le haut.
Donc, parce que ce calcaire est très fissuré depuis des siècles et des siècles de gouttes d'eau de pluie, l'eau de pluie allait dissoudre ces fissures pour créer des grottes qui sont presque la taille de cet auditorium. Les industrialistes voient les matières primaires qu'il faut enlever, qu'il faut exploiter, et ça, c'est leur économie. Alors que les femmes voient les femmes dans les cavités. Donc, quand ils ont dit qu'il s'agissait d'eau, c'était à ce moment-là que je me suis mise à étudier l'eau. J'ai changé l'étude pour montrer à quel point l'économie de l'eau, si on laisse les calcaires à la montagne, en fait, c'est beaucoup plus grand que l'économie qu'on peut générer en exploitant cette denrée. Donc, on parle d'économie, de système intégré et de multifonctionnalité. Notre étude a mis fin à ces mines. C'était la première étude effectuée en Inde de ce type. Et on a pu montrer le lien entre l'écologie des montagnes, la connaissance des femmes sur l'eau et leur connaissance du calcaire et toutes les évaluations que nous avons faites. La Cour suprême avait rendu un jugement comme quoi, depuis que la mine avait été détruite, qu'il avait arrêté de fonctionner, la vie pouvait continuer. C'était une décision inédite. Les mines de calcaire se sont fermées et tous les industriels se sont plaints et toutes les industries se sont arrêtées également. Donc, moi, on m'avait demandé de participer à la commission afin de m'assurer que les industries polluantes n'entrent jamais dans notre vallée. Donc, quand on voit les sols, on voit des cailloux, on voit l'eau. C'est l'eau qui relie. L'eau, c'est le sang de la vie qui court dans les veines de la planète. L'alimentation dépend du système alimentaire, mais il faut que ça circule. Quand dans l'art, on parle des limites, il y a une circulation. C'est permanent. Les rivières ne s'assèchent jamais toutes seules. Et partout dans le monde, depuis que l'agriculture industrielle a commencé, les lacs et les rivières meurent parce que le système agricole industriel dont j'ai parlé dans mes livres est vraiment à la base un système qui se base sur la guerre, des instruments de guerre. Vous avez peut-être vécu la guerre, des gaz toxiques qui ont tué des Français, des militaires français. Ils avaient été développés par Hitler, la société qui avait été mise en examen à Nuremberg pour violation des droits de l'homme, travaillait en collaboration avec des sociétés pétrolières. Donc, toutes les agricultures se basent sur les combustibles fossiles à la base. C'est la cause principale du dérèglement environnemental. Comment est-ce qu'on peut convertir le pétrole en argent? On n'a pas besoin d'attendre que Shell et Exxon prennent des décisions. Vous pouvez prendre des décisions vous-même. Parce qu'en fait, au final, on consomme, on mange du pétrole. 50% of the greenhouse gases come from an industrial food system. La plupart de nos aliments sont issus d'un système agricole industriel. On ne compte pas la destruction qui a lieu dans l'Amazonie. L'Amazonie disparaît. C'est le système qui crée la pluie pour le monde entier. Ce système est en train de mourir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos de l'Amazonie cette année. Pourquoi? Pour pouvoir élever du bétail et tout en détruisant un système magnifique avec des rivières. Il s'agit de terre qui nous nourrit, qui nous maintient en vie. C'est 20% des émissions. Mais on appelle ça changement de terre. Moi, j'appelle ça plutôt déforestation. Encore 20% des émissions sont liées au transport des denrées alimentaires dans le monde entier.
il n'y avait pas de camions avant cette époque. Il y avait des voitures sur les autoroutes, mais aujourd'hui, nous avons des camions après camions qui transportent des denrées alimentaires partout. Moi, je trouve ça bien dommage qu'on doive utiliser un camion qui pollue le monde entier juste afin de transporter des denrées alimentaires. Ce système produit des gaz à effet de serre. C'est le même système qui vous nourrit, mais en fait qui détruit la planète. Le même système qui vous donne des maladies chroniques. Regardez les chiffres. Regardez bien les chiffres sur les patients atteints de cancer, des jeunes obèses parce qu'ils se gavent en permanence de malbouffe. L'alimentation des jeunes obèses est similaire à l'alimentation de la planète en ce qui concerne les effets néfastes. Tout est lié à une biosphère. Un scientifique formidable, James et Margolis, donc James et son associé qui étaient des biologistes, et James Lovelock était un activiste formidable. Ces deux collègues se sont rendus compte qu'en fait la Terre autorégule sa température. Ce scientifique avait conçu beaucoup de modélisations, mais en fait c'était Margolis qui avait inspiré le nom de Living Earth Guide. Donc, quand on parle de femmes et d'eau, moi, j'aimerais commencer en parlant de la Terre vivante, la Terre qu'on appelle Gaïa. Il s'agit de la mère Terre et toutes les espèces sur la planète viennent d'elle. Pendant le travail des scientifiques, on s'est rendu compte que la planète gérait le climat déjà, mais elle existe depuis 4 milliards d'années. La température était auparavant presque 300 degrés et maintenant elle est environ 3 à 13 degrés. Nous avons étudié ça grâce à la technologie parce que quand la Terre vit, elle aussi a des outils de transformation. Ce n'est pas que nous qui avons des technologies. Il ne faut jamais dire que la nature est morte et statique, qu'elle ne fait rien, que les femmes sont inférieures aux hommes. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais penser. Donc, comment est-ce que la température a baissé sa propre température pour que ce soit un lieu propice où on peut vivre grâce à ses sens? Grâce à la photosynthèse, grâce à la technologie de photosynthèse. C'est un sujet sur lequel j'écris mon prochain livre. Tout le monde connaît la photosynthèse, mais est-ce qu'on la connaît vraiment? Il y a des énergies qui font fonctionner le système. On peut utiliser l'énergie solaire afin de convertir le CO2 pour que nous puissions nous nourrir, mais également, cela s'accumule afin de créer de l'eau dans le sol et nous donner de l'oxygène également, notre respiration. Il n'y a pas de technologie artificielle qui peut faire pareil. Il s'agit d'un travail formidable sans énergie externe, sauf l'énergie solaire. On ne produit pas qu'une seule chose. C'est vraiment la biodiversité de l'esprit et non pas la monoculture de l'esprit. Dans un système de monoculture, on produit une denrée avec beaucoup d'entrées, beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie. Et en faisant cela, on épuise les ressources d'eau, on crée des émissions de gaz à effet de serre, mais les systèmes terrestres ne créent aucune pollution, aucun déchet. Mais une transformation faite par une plante vous donne de la nourriture, de l'eau et de l'oxygène. La forêt vous permet de vivre. C'est le même processus par lequel une feuille large dans une forêt permet de garder de l'eau dans le sol. Dans l'agriculture, c'est pareil. Tant que la biomasse est rendue, tout se trouve dans le sol. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident que le mot humus, qui est le mot latin pour sol,
est la racine du mot humain. Nous sommes le sol. Et tant que le humus s'accumule, nos recherches démontrent que 1% de matière organique dans le sol peut stocker 160 000 litres d'eau dans un hectare. Donc le sol, c'est la vie. Partout, on trouve des entrées hydrauliques externes par le biais de l'irrigation intensive. C'est pourquoi les rivières meurent. Et on m'avait dit qu'il y a un méga projet en France où on veut exploiter l'eau dans un bassin et l'utiliser pour des fins industrielles. Il y a un lac au Tchad qui permet de vivre des villages entourants et il y avait une société qui était venue pour exploiter ce lac. Donc cette société a pris l'eau des rivières pour des fins agricoles. Ça veut dire que les agriculteurs se sont mis à se battre. Il y avait beaucoup de conflits concernant l'eau. C'était la raison par laquelle les agriculteurs se sont convertis au christianisme. Mais le conflit hydraulique se présente comme un conflit religieux. Quand j'avais étudié la Révolution verte à Punjab, c'était en fait à Punjab où j'avais fait mon doctorat dans les années 70. C'était un lieu prospère, riche. C'était en fait l'État le plus riche d'Inde. C'était là où l'agriculture industrielle avait été introduite. Mais en fait, ce n'était pas vert du tout. C'était complètement anti-nature. Il n'y avait rien de révolutionnaire non plus. Vous devriez savoir. Tout ce qui est imposé par les empires n'est pas révolutionnaire, c'est empirique. Et la révolution verte avait commencé parce qu'il fallait vendre tous les produits chimiques qui restaient. Donc, ils voulaient changer l'agriculture pour une pratique agricole chimique, en fait. Avant, un collègue disait que si j'étais parlementaire en Inde, j'arrêterais de crier, je n'arrêterais pas de crier « Donnez-moi des engrais chimiques, donnez-moi des engrais chimiques », parce que l'élevage fait par les femmes et pour tout le monde. Quand on pense à l'alimentation, on ne pense pas uniquement au marché, aux humains. On pense aux oiseaux, on pense aux vers de terre, aux lombrics. Parce que tout cela s'inscrit dans un système circulaire. Les lombrics permettent à nous tous de vivre. On pourrait dire même que parfois les plantes déobéissent parce qu'elles ne veulent pas absorber des produits chimiques, des engrais chimiques. Donc ce collègue, on lui avait confié la tâche de changer les pratiques agricoles courantes à l'époque. Mais quand on applique des engrais chimiques, il n'y a plus de plantes. Deux choses se passent. Tout d'abord, les produits chimiques nécessitent 10 fois plus d'eau pour produire la même quantité d'alimentation dans un système chimique par rapport à un système organique. C'est pourquoi nous n'avons plus d'eau. C'est donc pour cela que 75% de l'eau est utilisée à des fins industrielles. Mais il y a un autre problème. Alors, la matière organique qui va dans le sol augmente la capacité de rétention d'eau. Mais cette paille est disparue. Rien ne retourne au sol. Le sol devient désertifié. On a moins d'eau. On a moins d'eau qui est disponible et on extrait davantage de plus. C'est pour cela qu'il y a un manque d'eau autour de la planète. Dès lors qu'il y a une agriculture industrielle au Punjab, ce mot-là veut dire la terre de 5 rivières. Punj, ça veut dire 5 et l'autre partie, Jab, veut dire rivière. Donc, cette terre de 5 rivières a été détruite en quelques décennies. Les rivières sont sèches. La nappe phréatique disparaît à cause des produits chimiques. Et
nous avons changé la biodiversité, la biomasse pour convenir aux produits chimiques, plutôt que pour convenir à d'autres choses. Donc, le principe est augmenter photosynthèse, augmenter diversité, augmenter la production de biomasse, exploiter le soleil. Lorsque vous rétrécissez la base, la fondation de la nature, la biomasse, on mène ces études tout le temps. Chez Navdanya, au sein de mon association, venez donc voir le miracle réalisé par les plantes, les avantages pour le système hydrologique. Nous, on disait qu'on était primitifs. Nos semences aussi. Je viens de mener une étude sur nos graines locales. La semence locale qui sont développées la nutrition ont 190% de nutrition en plus. Les semences chimiques sont vides ou pleines de produits toxiques. Ce n'est pas une alimentation digne de ce nom. Il ne faut pas le manger. Où sont les nutriments? Il y a plus de potentialité dans notre sémence. Donc, j'ai fondé le mouvement Navdanya et nous avons des personnes qui s'occupent des semences. Elles sont des femmes. Celles qui s'occupent de l'eau, c'est des femmes. Les cultivateurs sont des femmes. Et nous avons juste sauvé chaque graine que l'on a trouvée dans nos banques sémencières. Des semences qui survivent dans le sol lorsqu'il y a un cyclone, lorsque le sel arrive sur la terre. Ces graines-là peuvent donner des céréales. On a eu un cyclone, 20 000 personnes sont mortes, mais nous, on a pu reconstruire notre agriculture. Et lorsque le tsunami est venu, les paysans ont fait face. Le gouvernement de Tamil Nadu a dit que maintenant, on ne va plus faire de l'agriculture puisque les agriculteurs sont incapables de cultiver quoi que ce soit parce qu'il y a trop de sel. J'ai répondu, c'est pas vrai. Nous avons des scènes qui peuvent faire face au sel. Donc, la ferme que j'ai commencé pour sauver ces semences et pour la formation, je l'appelle la ferme qui fait face au syndrome de l'impossibilité. Oui, les choses sont possibles. La diversité peut produire davantage. La culture bio peut faire la différence lorsqu'il y a les températures très élevées. Il y a une différence entre nos fermes et les fermes industrielles de 15%. La différence de température était de 25 degrés. Voilà les réponses. Il faut avoir des systèmes vivants. Mais tous ces problèmes du climat se traduisent comme de l'eau. Une paysanne m'a dit récemment, lorsque je lui posais des questions à propos du changement climatique, elle m'a dit soit on a trop d'eau, soit on n'a pas suffisamment d'eau. Dans les deux cas, c'est problématique. La sécheresse, l'inondation, c'est des problèmes. Le cyclone, problème. Donc, les variétés résilientes qui peuvent être dans ces banques de semences sont très importantes. L'écoféminisme, cette philosophie est à l'inverse du capitalisme patriarchique. Il y a quelques principes de base. La nature n'est pas morte et la femme n'est pas un objet. La nature vit, la femme crée. Deuxième point, l'extraction n'est pas la création. L'extraction, c'est le vol. Et nous l'avons vu. Lorsque les femmes d'un tout petit village dans le sud de l'Inde, en Kerala, c'était en 2002, ces femmes-là m'ont envoyé un message. Venez fêter avec nous la journée de la Terre, le 22 avril, un petit village
Venez fêter la journée de la Terre avec nous. On a fait des démonstrations contre Coca-Cola depuis 1 an. On veut que tu sois à nos côtés. J'y suis allée parce que je ne comprenais pas pourquoi les femmes protestaient contre Coca-Cola. J'aime pas la boisson personnellement, mais je ne comprenais pas. Coca-Cola n'est pas une boisson. Donc, je suis allée pour apprendre pourquoi ils étaient en train de manifester. Il y avait 100 femmes et enfants d'une tribu entourés de 500 policiers. Et moi, je me suis dit, bon, je vais aller rester avec ces femmes et ces enfants jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Sinon, elles vont être tuées. Elles étaient en train de faire leur manifestation parce que Coca-Cola exploitait des mines et prenait 1,5 milliard de litres par jour. Comment elles ont su? C'est pas Coca-Cola qui leur a dit. Elles comptaient les camions qui passaient. Et chez Coca-Cola, quand on parle d'eau ou de leur boisson gazeuse, il y a 10 litres qui sont gaspillés pour chaque litre de Coca-Cola mis en bouteille. Mais ce qui est gaspillé est plein de métaux lourds. Donc, le niveau d'eau dans les puits descendait et l'eau qui restait était imbuvable, impotable. Les femmes devaient marcher plus loin. Elles ont dit non, on est épuisés, on ne peut pas aller plus loin, il faut fermer cette usine. Donc, on est allé voir, elles sont allées voir l'usine pour demander sa fermeture et 1 année plus tard, c'est là où elles m'ont contacté. Le fait de soutenir une communauté locale veut dire exploiter toutes ses connaissances. Chaque parlementaire, chaque journaliste, avocat, et nous sommes allés devant les tribunaux. Et nos projets étaient très puissants. Le juge à Kerala a dit que l'eau appartient à tous. Ce n'est pas la propriété d'une société. Coca-Cola, Monsanto, ma langue a fourché, mais Coca-Cola doit s'arrêter. Donc, j'ai fait dans un de mes livres où je raconte cette histoire et il s'agissait d'argent. Alors, tous les journaux étaient financés par les publicités de Coca-Cola, donc ils n'en parlaient pas. Mais moi, j'ai demandé qui est le responsable local, le gouvernement local. J'ai téléphoné à ce chef politique qui était responsable d'un journal qui a été créé pendant notre mouvement. Donc, je lui ai téléphoné. J'ai dit, écoutez ce qui se passe. Vous devez vous joindre à nous pour manifester. Donc, il est venu, on a fait une grande réunion et lorsque lui, il commençait à faire des articles à ce sujet, tous les autres lui ont emboîté le pas. En l'espace de 2 années, ou avant cela, donc après cette première visite, Malama, c'était la dame à la tête de ce mouvement. Et je lui ai dit, Malama, qu'est-ce que je dois dire aux gens à Delhi? Et je suis allée, j'ai eu un point presse à Delhi. Tous les médias étaient là, une salle aussi grande que celle-ci, pleine de journalistes. Les articles ont été rédigés et lorsque maman m'a dit, dites-leur que lorsqu'ils boivent du Coca-Cola, ils boivent le sang de mes gens. Alors, depuis lors, je n'ai pas pu boire un Coca-Cola. Je ne l'aimais pas avant, mais peut-être que le nom de marque est différent ici, mais la version light, le Coca Zéro. Mais il y avait de plus en plus de soutien de toutes parts. Mais ce qui se passe, ce qui détruit la nature, silencieusement détruit la nature, la vie des femmes, lorsque tout cela éclate, tout devient clair. Nous avons construit un mouvement, libérer l'Inde de Coca et de Pepsi. Donc, on a visité les écoles et toutes les écoles ont arrêté de vendre ces boissons. On a réalisé un petit livre sur les boissons indigènes. Il y a différentes boissons faites de fruits et tout que l'on peut boire plus sainement. Mais ce mouvement est devenu international. Il y a eu un forum social à Mumbai, à Bombay, et il y avait des
Il y avait José Bové qui était là et d'autres hommes et femmes politiques. Tout le monde est allé sur place pour faire cette manifestation. Et lorsque c'est devenu flagrant, les tribunaux passaient des décisions, les gouvernements prenaient des décisions. Et en 2004, l'usine Coca-Cola a dû fermer ses portes. Je crois que c'est la première fois qu'une usine Coca-Cola a dû fermer. Et c'est cette histoire très importante. Il y a différentes manières de capter l'eau. Tout d'abord, les rivières appartiennent à tous, sont pour toute la vie. La rivière ne parle pas. Il ne dit pas « je suis là pour une telle communauté, mais non pas pour une autre ». La rivière ne dit pas aux femmes « je ne vous donne pas d'eau ». Mais dès lors qu'il y a un barrage, il s'agit d'un vol d'eau. Lorsque la nappe phréatique est minée et lorsqu'on crée une famine d'eau, voilà encore un exemple de vol. Et la privatisation, bien sûr. Il y a deux entreprises, Suez et Veolia, parmi les plus importantes. Et à Delhi, l'eau de Delhi a été privatisée. La Gange a été privatisée. Et nous avons fondé un mouvement. Lorsque moi, je sais qu'il faut défendre la nature, que les gens doivent être défendus, la toute première chose que je fais est de faire un pèlerinage pour me renseigner, pour découvrir la vérité. Deuxièmement, pour prendre de la force de la terre, de la rivière, des communautés. Mais aussi pour m'engager. Donc, on a fait ces pèlerinages vers la Gange et on a créé des liens entre des gens. Ils étaient en silos fragmentés. Les gens de Delhi étaient à part. Les gens près du barrage étaient séparés. Les agriculteurs étaient séparés. Je les ai connectés tous comme une rivière aurait pu le faire. Et après cela, il y a un mouvement très important contre la privatisation de l'eau. Et on a pu arrêter Suez. Suez n'a pas pu faire sa privatisation. Et je me souviens, la personne à la tête de la Banque mondiale est venue me voir. La privatisation est financée par la Banque mondiale. Les bénéficiaires sont les grandes sociétés. Donc, la tête de la Banque mondiale est venue pour me rencontrer. Et j'ai dit, pourquoi pas? Oui, je peux vous rencontrer, mais je vais venir accompagner deux femmes. Et les femmes sont venues avec des bidons d'eau vides. Nous, on a des bidons en cuivre, parce que c'est le métal le plus pur. Et je lui ai donné de l'eau du Gange dans un récipient en cuir. Je lui ai dit, souvenez-vous, lorsque vous vous levez le matin, lorsque vous vous couchez le soir, que pour nous, l'eau est sacrée, appartient à tous. Ce n'est pas un bien de consommation à être vendu. Lâchez notre Gange. Et ça aussi a été arrêté. Donc, le pouvoir de l'eau, des femmes, de la terre, ce pouvoir-là est un pouvoir calme et silencieux qui a formé notre planète. Et ce que j'ai appris, à chaque fois que j'ai participé à un mouvement, c'est que lorsque la femme doit marcher à pied 15 km, elles disent « on ne peut plus ». Coca-Cola, déforestation, l'agriculture industrielle. Lorsque les femmes doivent marcher 15 km ou plus, elles disent « non, ça doit s'arrêter ». Et à chaque fois que j'ai participé à un mouvement, c'est dans mon livre, avec une collection active, avec une vraie solidarité entre les droits de la nature, les droits de l'homme, de la femme et la reconnaissance des biens communs, nous avons le pouvoir pour changer. Il y avait 5 sociétés d'eau, 5 coopératives de semences, ne peuvent pas prendre les décisions concernant l'avenir de la Terre et l'avenir de nous-mêmes et des générations futures. Sculptons l'avenir ensemble, avec de l'eau, avec des semences, avec des femmes. Merci beaucoup. Cette séance a été enregistrée le 16 novembre 2023, avec la participation de Vandana Shiva et Éric Giraud et Paloma Moritz à la modération, en partenariat avec Opéra Mundi. C'était le podcast Procès du siècle. Lutte en partage.
Une proposition conçue et mise en scène par le MUSEM. À la modération, Rokhaya Diallo, Nora Hamadi, Thomas Legrand et Paloma Moritz. En partenariat avec Libération, Simone et Ventilo. Réalisation, Copie Carbone. Rendez-vous sur le site du MUSEM pour plus d'informations sur la série et les pièces à conviction. Et retrouvez l'ensemble des épisodes de la saison sur votre application de podcast habituelle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.